Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour. Voilà, je crois que la connexion est établie et je crois qu'on va pouvoir commencer ce live avec la préfecture de Mayotte. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps pour ces 24 heures outre-mer. Écoutez, merci à vous de nous avoir invités et bienvenue à Mayotte, Caribou, comme on dit chez nous. Caribou, alors je pense qu'en retour, je peux vous le dire aussi. Alors, quand on a préparé ensemble ce live, il y a un sujet qu'on avait envie ensemble de traiter et qui est particulièrement d'actualité. C'est un sujet qui est lié au risque sismique et au risque volcanique à Mayotte. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais peut-être avant toute chose, pour nous de l'Hexagone, on connaît un petit peu Mayotte, mais pas forcément très bien. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel de la géographie et des caractéristiques de votre belle île, de vos belles îles, parce que voilà, je crois qu'il y en a deux, avec deux villes principales sur chacune d'entre elles. Alors Mayotte, c'est un département français qui est dans l'océan Indien, dans le canal du Mozambique. Géographiquement, ça fait partie de l'archipel des Comores, pour le situer, mais c'est un département français qui, à un moment donné, a choisi de rester français. Mayotte en elle-même est un archipel avec deux îles principales et habitées, qui sont d'une part Grande Terre où se trouve Mamoudzou, la ville principale, le poumon économique et administratif de l'archipel, et puis d'autre part Petite Terre, où se trouve l'aéroport de Pamandzi. Et les deux îles sont reliées par un système de barges qui permettent de passer de l'une à l'autre tout au courant de la nuit et de la journée. Et donc, on attend la barge, le bateau, pour passer de Mamoudzou à Dzaoudzi et inversement, c'est bien ça. Absolument, et c'est un rite un peu pour les Mahorais quand ils doivent se déplacer à pied ou en voiture. La barge est un lieu de convivialité et de rencontre, même si en ce moment c'est un lieu de convivialité masqué. Bien sûr, parce que vous aussi, vous êtes touché par le Covid. Peut-être qu'on parlera aussi des enjeux sanitaires sur Mayotte. Alors, juste pour tous nos auditeurs, le département français le plus proche et la région, c'est la Réunion. Et vous avez des liens forts avec la Réunion. Alors le département le plus proche, Mayotte a un statut de département et de région qui fait que l'Assemblée départementale exerce les compétences régionales. Après, la Réunion est préfecture de zone et donc on travaille en particulier sur les problèmes de sécurité civile et d'intervention avec la préfecture de zone. Et donc là, nous avons des problématiques en commun sur le risque sismique, les volcans, et ça peut être l'occasion d'une excellente collaboration avec la Réunion. Alors oui, c'est de ça justement dont on voulait parler avec vous. On a tous en tête ce qui s'est passé aux îles Tonga il y a quelques jours avec ce volcan sous-marin qui est rentré en explosion et qui a provoqué voilà, un tsunami, une vague submersive, mais qui a engendré surtout des incidents importants pour ces îles Tonga avec le réseau Internet coupé, une alerte aux populations pour la protection. Et il se trouve que vous avez beaucoup travaillé à Mayotte sur ces questions parce que vous avez un enjeu similaire avec un volcan sous-marin pas très loin de la côte de Mayotte finalement. Exactement. En 2018, Mayotte a été victime des scènes de séismes qui ont beaucoup inquiété la population, qui ont attiré l'attention sur cette situation parce qu'on ne connaissait pas ce phénomène. Et en fait, en 2019, les scientifiques ont mis en évidence à proximité de Mayotte l'existence d'un volcan sous-marin. Ça a permis de développer ensuite un réseau de surveillance. Donc on apprend à connaître le volcan et ça a permis aussi de voir qu'il existait à Mayotte une activité volcanique et sismique qui aujourd'hui est sous surveillance. Alors évidemment, ce qui s'est passé au Tonga nous interpelle. On se demande si ça peut être le même phénomène ou pas. Mais surtout, c'est est-ce qu'on peut en tirer des retours d'expérience Bien en sûr. matière de surveillance du volcan, d'information des populations, de préparation à la crise? Et puis les conséquences que vous évoquiez sur les ruptures d'Internet, le tsunami, voilà, est-ce qu'on court les mêmes risques ou pas à Mayotte?
pour nous, ça sera un point intéressant. Mais bien évidemment, nous n'avons pas attendu Tonga et ce phénomène pour nous mettre, pour être prêts, et on a donc développé une campagne de surveillance et puis lancé une campagne de sensibilisation des Mahoraises et des Mahorais pour leur apprendre à vivre avec le volcan. Alors moi, je le sais parce qu'on a discuté juste avant vous avec vos homologues aux terres australes. Et j'ai lu que pour mettre à jour ce volcan, c'était le Marion Dufresne, donc le bateau utilisé par les terres australes, qui avait vraiment découvert finalement ce volcan sous-marin. Alors c'est intéressant justement de voir aussi les liens que vous pouvez avoir avec d'autres territoires beaucoup plus isolés que Mayotte et sur ces enjeux finalement scientifiques de découverte de nouveaux phénomènes. Alors, vous évoquiez l'importance de la protection des populations. Comment on sensibilise votre population, les Mahorais, à ce nouveau risque? Comment vous avez fait pour mettre en place cette campagne, peut-être avec les jeunes, les écoles, peut-être les médias aussi? Oui, c'est un point vraiment important d'apprendre aux Mahoraises et aux Mahorais l'existence de ce nouveau risque, de le comprendre, de les informer, et puis ensuite de proposer, d'abord d'être au-delà de la sensibilisation, informés sur la façon de se préparer en cas de crise et sur la façon de se protéger. Et donc on a à la fois une campagne d'information, alors qui est faite en français mais aussi en shimaoré, en shibushi, pour parler et s'adresser à l'ensemble de la population. Et c'est une campagne de vulgarisation scientifique. Qu'est-ce qui se passe autour de volcans, du volcan? Par exemple, le fait de savoir que il existe des séismes ressentis et des séismes qu'on ne ressent pas, mais qui sont suivis par les scientifiques, que nous avons un dispositif permanent qui s'appelle Revocima, qui suit l'évolution du volcan, et qu'au fur et à mesure de l'évolution de la connaissance scientifique, donc que nous vulgarisons à destination des Mahorais, nous prenons aussi des mesures en matière de sécurité civile pour leur protection. Et donc nous avons travaillé avec l'université de Montpellier pour mettre en place un programme que nous appelons EVACSU, qui nous a permis d'identifier à Mayotte des points hauts sur lesquels, en cas d'alerte tsunami, la population peut se réfugier et se mettre à l'abri. Alors c'est une tâche importante sur un petit territoire comme celui-là, mais on a identifié plus de 200 points hauts, cartographiés, et qui permettront à la population de se mettre à l'abri. Et après, j'imagine, l'enjeu, c'est que chaque citoyen, chaque habitant à Mayotte doit connaître, selon où il se trouve dans l'île, quel est le point haut le plus proche, et reconnaître aussi les signaux d'alerte. C'est quoi? C'est les sirènes qui émettent l'alerte en cas de risque de tsunami? Comment ça se passe pour l'alerte aux populations? Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que le premier point, c'est d'apprendre aux gens l'existence de ce dispositif et la capacité à moins de 10 minutes de chez soi de monter sur un point haut, de se mettre à l'abri et d'avoir cette organisation. Donc on a une campagne d'information qui est menée par des gens de la société civile, une chanteuse, le Grand Cadi, qui est venue parler de ce sujet-là, et puis des scientifiques qui expliquent le phénomène. Et ensuite, on a ouvert un site internet d'application très simple dans lequel vous pouvez en quelques clics déterminer quel est le point le haut le plus près de chez vous. Et donc cette campagne de communication a été lancée et elle est relayée par les médias, et elle est relayée sur les médias sociaux de façon permanente. Et donc l'objectif, c'est de permettre à chacun de se doter de ces outils de connaissance. Au-delà de la connaissance immédiate des points hauts, ce que nous souhaitons, c'est que chacun ait connaissance de ce dispositif. Et puis effectivement, nous avons mis en place à Mayotte, à l'initiative de ministères, un réseau de sirènes d'alerte qui est capable d'informer et de donner l'alarme en cas de risque sismique. Voilà. Évidemment, un des enjeux pour nous, c'est d'apprendre aux Mahorais le sens de cette alerte, pas seulement du fait que nous faisons un exercice tous les mercredis
et que cet exercice permet de s'habituer et de connaître le son, mais aussi de savoir que si cette alarme retentit en dehors du mercredi à midi, c'est un risque sérieux. Il faut immédiatement se mettre à l'abri. Et voilà les enjeux pour nous. Et alors, un exercice tous les mercredis midi pour toute l'île? Ah oui, oui, on fait sonner toutes les sirènes de l'île, tout le premier mercredi de chaque mois, au moins dans un premier temps. Alors, c'est pas un exercice d'évacuation pour les populations, hein. C'est vraiment un exercice qui nous permet de savoir si la sirène est en état, si D'accord. elle est entendue et de quelle Si façon elle est comprise. et est-ce qu'elle est comprise. Et fragile, on a par exemple une sirène qui a été détruite dans un incendie et donc ça nécessite une attention permanente. D'accord. Et alors, comment on sait aussi la fin de l'alerte tsunami? Parce que donc, si on entend l'alerte, on trouve un point en hauteur pour se protéger, protéger les siens, etc. Mais comment on est informé de la fin de l'alerte? Comment ça se passe? Il y a quelque chose de prévu ou il faut écouter la radio? Non, effectivement, il faut écouter la radio et être pris en charge par les sauveteurs. Euh, en l'absence ou avec une extinction d'alerte, on sera capable de redonner des éléments à tout le monde très rapidement et donc de proposer aux gens de regagner leur domicile. Si on est confronté non plus à une simple alerte, mais à un événement, le fait de rester sur le point haut est particulièrement important. Et en particulier, mais ça, les Mahorais le savent un peu mieux, avant de quitter les points de protection liés à la crise, il faut le feu vert de la préfecture et la garantie donnée par les services de secours qu'on peut circuler à nouveau. Et donc, on a cette différence entre une alerte qui n'a pas de retombée et puis une crise dans laquelle, effectivement, on passerait tout de suite à une prise en charge des victimes, à la nécessité d'apporter du secours dans un contexte insulaire qui pourrait être assez compliqué à gérer. D'où l'importance que chacun soit conscient des enjeux. Mayotte est une île isolée qui, dans un premier temps, ne peut compter que sur ses propres forces. Et donc, on a besoin que les populations soient capables de se mettre à l'abri. Et justement, vos propres forces à Mayotte en termes de sécurité civile, quelles sont-elles? Comment c'est organisé les sapeurs-pompiers? Est-ce qu'il y a des volontaires comme nous dans l'Hexagone? Comment ça fonctionne la sécurité civile et les secours? Vous savez, Mayotte est un département français comme n'importe lequel des 100 autres départements. Donc, on a un service départemental d'incendie et de secours qui comprend des professionnels et des volontaires qu'on est capable de mobiliser très rapidement et qui sont formés à l'image des sapeurs-pompiers de métropole. À côté, on dispose d'un certain nombre d'associations de protection civile et en particulier de la présence de la Croix-Rouge qui est capable de mobiliser une plateforme d'intervention relativement rapidement et un certain nombre de secouristes. Et puis enfin, je vous le disais en introduction, nous sommes en lien avec La Réunion qui est notre zone de défense et qui dispose d'un système d'intervention possible, mais qui est en partie basé à Mayotte et qui serait activé à la demande du préfet de Mayotte par la zone, mais avec des équipements qui sont déjà là, mais qui ne servent que quand la crise devient zonale et qu'on a besoin de cette assistance. Donc voilà, on est dans un schéma général de sécurité civile qui est quand même très proche de la métropole, avec la particularité de l'insularité. Alors moi, je me demandais aussi, est-ce que vous avez une action forte dans les écoles avec le rectorat pour sensibiliser les jeunes générations à tous ces sujets, aux risques naturels spécifiques dans votre département, mais aussi pour que les jeunes s'engagent comme pompiers volontaires dans les associations de sécurité civile? Est-ce que cette action est forte à Mayotte? Alors, on a une action forte avec les scientifiques sur la vulgarisation
l'apprentissage de ce qu'est le volcan l'apprentissage du phénomène. Ça nous semble être un premier point qui a été mis en place dès 2019-2020, même si une nouvelle fois la crise sanitaire a un peu ralenti cette action. Donc ça, c'est un travail de fond mené avec le réseau scientifique et avec le rectorat. On essaie aussi d'associer la population étudiante. On a par exemple un projet avec Ifremer sur cet été qui est un projet d'école autour de ces phénomènes du volcan, école Bleu Outre-mer. L'idée, c'est que quelques jeunes Mahorais participent à une aventure scientifique pour apprendre à connaître le projet. Et puis enfin, à Mayotte, nous avons développé beaucoup d'emplois aidés, qui sont une façon pour les jeunes de participer à l'élaboration, à la construction de ce département. Un certain nombre sont aujourd'hui dans les associations de sécurité civile et donc participent à cette construction d'une sécurité civile au profit des Mahorais. Eh ben, on salue encore de nouveau votre grande campagne On sera prêt pour sensibiliser sur ces sujets. Et on salue aussi tous les influenceurs, toutes les personnes connues à Mayotte qui vous ont aidé, la chanteuse Zili, le basketteur Henri Ahmed Saïd Salim et bien d'autres. C'est vraiment un travail partenarial que vous avez réussi à mener pour faire participer plein d'acteurs bien connus. Écoutez, merci de les avoir tous cités et de les rappeler. Ils sont à nos côtés tous les jours. Ce sont eux qui parlent aux Mahorais de façon quotidienne et de façon beaucoup plus proche que l'État et ses fonctionnaires. Sans cet engagement de la société civile à nos côtés, nos efforts seraient probablement vains. Et nous comptons vraiment sur ce message porté par les Mahorais eux-mêmes et par les influenceurs. Et ben voilà, c'est dit. Merci mille fois, monsieur le préfet, pour cet entretien que vous nous avez accordé. Je profite de nos échanges aussi pour mettre en avant tous vos réseaux sociaux parce que vous venez de vous lancer il y a peu sur Instagram. Donc, c'est l'occasion d'en faire la promotion. Vous êtes aussi très présent sur Facebook et on va poster tout notre échange sur le Facebook et en faire la promotion. Et par votre intermédiaire aussi, remercier tous les agents de l'État qui travaillent à Mayotte. On pense bien à eux et on sera ravis, si vous passez par l'Hexagone et par Paris en particulier, de vous recevoir et d'échanger de visu avec vous. Ce sera en tout cas un grand plaisir de notre part. Merci beaucoup de votre invitation et donc on vous donne rendez-vous sur les médias sociaux bientôt. Voilà, Merci on reste beaucoup. en contact sur les réseaux sociaux et à ceux qui nous écoutent, on continue donc ce 24 heures Outre-mer dans pas très longtemps. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et on va aller voir, on va traverser encore un océan pour continuer sur le prochain territoire d'Outre-mer qu'on va valoriser et mettre en lumière. En tout cas, merci encore, monsieur le préfet, et on vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Bon voyage à vous. Au revoir. À bientôt, au revoir.